Le portail des elfes, souvenir d'ailleurs. Chapitre 2. Sortir de la saison bleue. Nous sortions à peine de la saison bleue, celle où la lumière qui nous nourrit se teinte des reflets de l'aigle marine. Le Grand Conseil venait juste de se réunir, marquant ainsi la fin d'un cycle pour la Terre et, par conséquent, pour notre monde. On y avait évoqué des événements que seule une mutation pressentie pouvait provoquer. Les veilleurs, ceux qui préservaient l'ordre des choses au sein des conseils territoriaux et de notre contrée, Telandrache, en étaient déjà revenus et nous avaient communiqué ce qui s'y était échangé. Ils nous avaient ainsi fait le rapport de ce que nous appelions traditionnellement l'état du souffle du monde. Un bris de lumière feu où j'avais élu domicile. J'étais encore tout imprégné de ce que j'en avais capté et que beaucoup d'entre nous semblaient craindre. Nos veilleurs nous avaient informés de la réorganisation possible et de la multiplication anarchique, disait-il, de ces portes qui, depuis la grande secousse, autorisaient dans certaines conditions la communication entre la terre de l'extérieur et la terre de fer, celle des hommes, et la nôtre. La seule vision de cette anarchie suffisait à nous inquiéter. Elle était inverse à notre rythme fondamental et à une certaine mesure inscrite en nous. Au cœur du grand bosquet qui était le mien, et où je m'étais assigné à la tâche d'harmoniser un territoire, où je me souviens avoir ressenti le besoin de m'isoler, même si je n'aimais pas cela parce que les bourgeons de mes arbres allaient tarder à éclore. C'était me réfugier dans le silence, pour essayer de comprendre. Jamais je n'avais imaginé qu'un grand nombre de portes puissent éclore comme cela, par surprise, et venir bousculer l'ordonnance de nos vies. Mais quelle est donc la force qui faisait cela? Étrangement, à l'inverse de la plupart de ceux que de mon peuple, les images d'âme, que certains se plaisaient encore à colporter, je ne parvenais pas à entrer réellement dans l'onde de crainte ou de méfiance générale qui se propageait parmi nous. Il y avait en moi une sorte de curiosité qui bouillonnait et qui me procurait la même inexplicable petit élan de satisfaction. Je voulais voir, je voulais comprendre, et de plus, j'étais persuadé être le seul à vouloir cela. En réalité, je n'ai pas pu m'isoler bien longtemps, car, en retenant mon rayonnement d'âme comme un humain suspendrait sa respiration, j'ai rapidement vu mon bosquet aspirer avec peine sa sève montant du sol. On m'avait toujours dit que les elfes ne pouvaient bloquer le mouvement spontané de la vie en eux, parce que leur propre lumière naissait de ce mouvement. Pour la première fois, je constatais que c'était vrai, car je sentais ma force diminuer par ma seule volonté de retrait. Allais-je donc devoir activer et absorber ma part d'inquiétude, avoir la crainte au cœur de comme tous les autres, sans avoir rien à chercher à comprendre pour les bourgeons écloses, et que la saison verte s'ouvre ainsi que d'habitude. En cet instant de ma vie, j'ai réalisé que je pouvais douter, et j'ai découvert ma première souffrance. Étais-je une elfe anormale, distante en germination? Une senteur suave et mielée de fleurs de chevrefeuille arriva chez moi. C'était la fragrante musquée de mon bien-aimé Erwin. La saison verte avançait, et moi, je voulais où ne pouvais toujours, étrangement, pas bouger. La sève allait bientôt passer, stagner. Le conseil allait avoir raison de mes convictions. Ne surtout pas s'approcher du moindre portail. La demande était impérative. Les veilleurs nous avaient bien prévenus, mais j'étais incapable d'entendre simplement, sans interroger, cette interdiction. Il y avait comme une inexplicable révolte qui naissait en mon âme. Gwendis, Gwendis, qu'as-tu donc? Il nous faut aller œuvrer avec la sève. La terre de Telendrach a grand besoin de nous. Bouge,
écoute les veilleurs et les conseils. Erdwin me regardait de ses yeux de saphir, comme essoufflé, et me prenant tout contre lui pour me réchauffer et me donner un peu de cette énergie qui semblait soudain me manquer. Je travaillais à mes bosquets lorsque j'étais inquiété par la lumière verte qui diminuait progressivement de tes feuillus, continua-t-il. Et voilà que je te trouve pâle, grelottante et affaiblie. Oh, le conseil peut-être, Erdwin. Il répète toujours les mêmes choses, mais moi, je ne fais plus rien. Je ne sais plus ce qui est juste. Je ne comprends plus ce qui arrive. En réalité, je ne cesse de penser aux avertissements des veilleurs de notre contrée, et je tombe dans une lassitude extrême qui me fait négliger la sève et retient le mouvement de ma lumière. Alors je m'interroge. Tu t'interroges? Mais nous ne le pouvons pas. C'est impossible. Il est contre notre nature, pour nous, les elfes, de mettre en doute ce qui est écrit au fond de nous. Le Grand Conseil pense pour le bien de notre clan. Tu le sais depuis toujours. Alors si tu n'alimentes pas notre monde... Impossible, dis-tu? C'est pourtant ce qui se passe. Quelque chose en moi est las d'écouter les conseils et les ordres des veilleurs. Que des interdits, que du service, et sans jamais se questionner, ni même le droit de le faire. N'as-tu pas envie de plus que cela? Erdwin a plongé son regard dans le mien. Il paraissait découragé. Gwendolis, mon elfe, je vois ta beauté et ne cesse de sentir ton parfum venu des âges bleus de la saison sereine. Il me rappelle ces pauvres ânes odorantes qui nous entourent et si souvent. Tout mon être te respire avec bonheur en ce monde. Gwendolis, ne vois-tu pas que notre monde est ainsi fait? Nous sommes heureux ainsi. Ces paroles m'excédaient soudainement par leur conformisme. Je t'en prie, si tu es venu me reprendre les mots du conseil, tu peux partir. Me méfier du portail qui est près d'ici, et les humains justes pour maintenir l'ordre de notre monde. Les veilleurs nous le répètent inlassablement, comme si tout devait être figé à jamais. Ils reconnaissent pourtant que, depuis la grande secousse et les déluges, les portes se sont multipliées et rapprochées entre les mondes. N'est-ce pas plutôt là le signe à écouter? Pourquoi toujours craindre et non pas chercher à raccourcir les distances entre ceux de l'extérieur et nous? Erdwin sembla horrifié par ma réponse. Mais, j'ai besoin de toi, moi? Qu'as-tu à envier au monde métallique de la Terre? Les humains? Ces créatures cruelles sentent mauvais et s'entretuent dans des guerres futiles. Nous le savons tous. Tu ne peux pas simplement ramener cela à toi. Tu ne comprends pas. Quelle est donc cette mesure, cette tiédeur que nous devons maintenir pour notre équilibre, cultiver l'ignorance et les habitudes? Ici, rien ne change jamais. Tout est toujours soumis au même rythme de la sève et de nos souffles unis, tandis qu'à l'extérieur... À l'extérieur, quoi? Ils ont besoin aussi de notre équilibre, à l'extérieur. Cela, nous le savons parfaitement. Erdwin avait l'impression que tout son monde lui semblait sur les épaules, que la vie elle-même avait fait une pause aussi en lui. Un étrange sentiment de vide s'emparait de lui, et il l'entendait penser. Les humains, les bruissants, les malodorants, eux, les êtres de rien, les êtres de mort et de guerre. Comment peut-elle être curieuse d'eux? Elle est si douce, belle et presque éternelle. Ma réponse est venue toute seule, tant elle parlait par mon centre. À l'extérieur, mon tendre ami, ils cherchent, ils bougent, ils sont libres, dit-on. Certes, ils ont peur, aussi, et ils souffrent certainement en ce moment de grande tempête. N'aurions-nous pas un rôle de service à la terre plus vaste que celui que nous croyons? Parfois j'ai envie de leur liberté. Toi aussi, tu ramènes tout à toi, Gwenedis. Envie de leur liberté, à eux? Sais-tu seulement à quoi elles ressemblent? Je ne te comprends plus. Oui, nous sommes en service à la terre, mais pas envers les humains. Le Conseil nous a toujours prévenus. Les humains ont de tout temps nui à notre équilibre,
Ils ont semé le chaos en notre monde, à chaque fois que l'équilibre des forces a bougé. Peut-on parler d'équilibre quand on n'aura aucune mesure de comparaison? Est-ce normal de penser, de se questionner? Notre monde semble toujours prédestiné à répéter les mêmes choses, comme s'il tournait perpétuellement en rond pour que chacun connaisse son rôle à la perfection et s'en acquitte inlassablement. Nous faisons peut-être grandir le monde, mais nous grandissons, nous? Évidemment, ici, tout semble beau, bon et parfait, mais la beauté et la bonté imposées de la nature sont-elles vraies? Je veux savoir, Erdwin. Donnez-nous rendez-vous à la clairière des grands chênes, près des vifs, à l'ouest des cimes des vallons verts. Lorsque la lumière sera moins forte, nous pourrions en parler avec nos sœurs Taliesin et Gwanden. Erwin sembla réfléchir. Il trouva risqué de confier à mes amis ce qui était sans doute une rébellion de passage en moi. Un passage. Enfin, c'était ce qu'il espérait. Es-tu certaine de vouloir tout raconter, ce que tu viens de me livrer? Tu n'ignores pas que tout vient à se savoir rapidement par les veilleurs et les conseils, et que ça ne sera pas sans possibles conséquences. Erdwin me regarda une autre fois, espérant que je renonce. Mais je suis demeuré imperturbable, dans une main contre mon ventre. Il était si douloureux, le feu qui y brûlait. Il hurlait au-delà, tandis que mon cœur battait la chamade. Soit, si tu le souhaites ainsi, je t'y attendrai. Mon opale, me dit-il, les yeux mouillés de la larme embrumée. Et tout en caressant ma chevelure, en s'éloignant de moi, le cœur lourd, je suis resté là, triste et sans force, car je n'étais pas certaine qu'il avait vraiment compris ce que je vivais ni de la force de mes raisons. Était-il si difficile d'entrer dans la logique de ce que je ressentais? En cet instant, il m'a semblé être la seule à nourrir un univers intérieur. J'avais pourtant le droit à une vision des choses, à une sensibilité qui ne calquerait pas toujours sur un modèle imposé. Pour la première fois, je les regardais étrangement, ce peuple qui était le mien. À sa façon, bien sûr, Erdwin avait raison, car nous étions heureux. Mais ce qui ne me satisfaisait plus, c'était le bonheur presque obligé, semblable à un sceau qui aurait été appliqué pour une bonne fois pour toutes sur notre âme et notre essence d'elfe. Qui avait décidé de ce sceau? Je ne sais plus si nous collaborions avec l'éternelle force des grands lumineux, ou si, sans nous en apercevoir, nous étions devenus des esclaves inconscients. Je me demandais où s'arrêtait le service, et où commençait la servitude. Tout devenait de plus en plus clair. Oui, il y avait servitude. Il y avait un enlissement. Que devenaient ceux de l'extérieur si nous nous approchions d'eux, après 1000 tentatives, peut-être meilleurs, plus proches de la beauté que nous offrons, et dont ils se nourrissent plutôt inconsciemment depuis toujours? Et nous, elfes, que deviendrons-nous si nous approchions du monde de fer qui était le leur? Y avait-il un réel danger pour la contrée des Télandraches? C'était l'inconnu. Je devais l'admettre. Cependant, il y avait une tribu à verser. J'étais prête, moi, à aller voir ce à quoi il ressemblait. Si mon corps d'elfe avait la peine de continuer à se mouvoir de la même façon pour remplir son éternel labeur, mon âme se sentait appelée à faire un mouvement bien à elle pour briser une écorce, celle d'une invisible prison. Les larmes perlèrent sur mes joues. Elles étaient de couleur d'automne. Le cœur lourd, mais en même temps empli d'un étrange feu, c'est ainsi que je me suis dirigé vers la clairière des grands chênes. Serais-je dire au mien le parfum d'une liberté nouvelle? L'idée même de l'audace s'était inventée. Le risque nous était tellement inconnu. Je ne pouvais pas compter sur les forces de la sensibilité des images d'âme que je serais capable d'émettre, car le nombre de concepts que je ne fais moi-même que découvrir ne s'énonçait pas dans notre langue. Pour définir la liberté que je présentais, c'était comme vouloir définir le soleil qui donne la vie à tout et à tous. Qui peut vouloir, lorsqu'une seule et unique force nous a toujours poussés dans la même direction? Apprendre à vouloir devait être mon défi, et même notre défi commun. Plongé dans mes pensées, j'ai enfin aperçu le petit groupe de mes amis.
assis près de la rivière d'Elmerach, dans l'intimité de la clairière où nous avions l'habitude de nous retrouver. Celle-ci m'est apparue dans une robe herbeuse aux reflets lunaires, d'un vert aqua, teinté de flammèches d'or, leurs automnes scintillaient de leur présence amie. Oui, j'avais ce décor qui exprimait une jaillissante de vie absolument inouïe. Tout son charme embaumait et respirait la saison verte. Les herbes étaient déjà hautes et les arbres étaient si puissantes et démesurées. La rivière, elle, y coulait joyeusement, tout en éclaboussant de gouttelettes vaporeuses les aubépines rosées et les passiflores pourpres qui foisonnaient sur les bords. Une brume mystérieuse enveloppait tout de sa lumière comme dans un écrin de velours. Les clapotis d'Elmerach liaient nos bosquets et les feuillus jusqu'aux grandes conifères mauves qui s'élançaient plus loin jusqu'aux contrées de l'ouest, celle d'Arwin-Gellis. Assis sur son grand quartz bleu, déjà marqué d'innombrables sillons laissés par le défilé des saisons elfiques, Erdwin semblait vouloir entamer une discussion animée avec ma sœur Gwenden. Taliesin, elle, restait en retrait. C'est elle qui m'a d'abord aperçu et m'a adressé un sourire timide. Sans entendre, mais avec un brin d'émotion au ventre, je me suis avancé vers eux. Gwenedis, te voilà enfin. J'ai pensé un instant de ne plus jamais te revoir. Tant que nous avions raconté Erdwin semble grave pour ton âme. Je suis inquiète. Que t'arrive-t-il? D'où te vient cette révolte? Taliesin et Erdwin se retrouvèrent vers moi, le visage crispé par la crainte de ce qui menaçait peut-être notre monde. Et Erdwin qui me regardait avec une telle profondeur, comme en attente d'un miracle. Oh, Taliesin, ai-je dit en une longue plainte, mon âme est lourde de sa prison, et je suis en pleurs car je ne peux continuer ainsi. J'ai besoin de liberté. Sais-tu ce que c'est? J'ai besoin de voir et d'expérimenter le choix, et non pas de le subir. Mon âme a soif de connaître, et je ne peux plus éteindre en moi cet appel étranger à notre loi. De qui vient une telle loi? Dis-le-moi. Les portes du monde métallique s'ouvrent et se représentent à nouveau à notre peuple. C'est pourquoi les ignorer, ou pire encore, les craindre. Devrions-nous nous employer à ouvrir un peu notre âme vers ceux de l'extérieur? Nous sommes la trame de leur monde de fer. C'est nous qui gérons leur nature et leur équilibre. Nous n'avons pas aussi un rôle à jouer pour nous aider à reprendre leur terre en main, à soigner leur univers blessé par les derniers grands tourments. Taliesin m'a dévisagé de ses grands yeux fauves. Je le vois encore, sa chevelure entournant mon fin visage et sa peau scintillante. Mais, ma sœur, as-tu compris le message du Grand Conseil à la dernière réunion de cycle? As-tu entendu le rapport des veilleurs? Il nous invite à ne pas nous rapprocher des portes qui naissent et à éviter tout contact avec le monde extérieur. Et c'est pourquoi notre appel est de sécurité. Ne comprends-tu pas les enjeux qui apparaissent dans ce moment? Qu'est-ce qui te prend à te questionner ainsi? Pourquoi abandonnes-tu ton travail en pleine saison verte? Ne sais-tu pas ce qu'il arrive à ceux qui se désintéressent de la nourriture de la sève des bosquets? Il est dit qu'il perd sa propre lumière. Nous ne pouvons pas nous permettre d'arrêter de nourrir la nature de l'éther elfique. Cela ne s'est jamais fait. Ne crains-tu pas une réaction de tous les peuples de Devas? Tout est de sous-peser ne sont pas une attitude saine chez nous. Notre peuple est en harmonie dans sa façon de fonctionner en union juste depuis toujours. Et nous sommes heureux de notre collaboration. Chacun, chacune est à sa place, sans envie, sans ambition. Tu le sais, juste unis pour travailler et œuvrer au service du conseil de notre peuple, pour le maintien de nos lois. Notre vie est un service à la toute-puissance nature, et la disharmonie du doute n'a jamais habité notre âme. Les grands lumineux veillant sur notre univers le savent mieux que nous. Ils protègent son ordre. C'était toujours la même leçon. Gwenden et Erdwin, jusque-là silencieux, se décidèrent enfin à se lever, main dans la main. Je les ai vus se diriger vers le Taliesin et moi-même.
Les yeux d'émeraude de Gwenden trahissaient à la fois la colère et la tristesse. Mais tu es réellement une dissidente, Gwendolis. Tu vas causer de grands problèmes à notre peuple avec tes humeurs. La pollution des humains est dangereuse. Redeviens immédiatement celle que nous aimons tant. J'ai souri à Gwenden, même si j'avais mal à entendre son jugement. Comme Télissane et Ardwin, elles étaient terriblement secouées. Le vent soufflait pourtant une mélopée qui se voulait douce à mon âme, douce comme le miel de l'amour, lorsqu'il nous coule en nous, et nous grise tant pendant notre rapprochement amoureux. Étonnamment, je n'avais plus peur. Mes pensées virevoltaient à toute allure, me donnaient espoir, une foi espoir de les convaincre, les uns après les autres, ainsi que tous les téléandraches. À cette idée, j'étais ivre de joie, comme une elfe qui rassemblait son énergie pour le faire revenir à une âme en son peuple. J'avais le désir du soleil. Je savais qu'une seule pensée elfique pouvait voyager à la vitesse des battements d'ailes des colibris, si souvent et intermédiaire entre les débats animaux et nous, que sûrement d'autres elfes quelque part devaient ressentir le même appel. Était-ce d'ailleurs moi qui avais perçu le premier ou n'était qu'un relais parmi d'autres, celui d'une métaphore, d'une ouverture appelant tout le peuple elfique? Mon corps tout entier s'était mis à vibrer et à pulser. Une véritable musique jaillit de mon cœur. Elle chantait mon espoir de liberté, de nouvelles dimensions à venir. Et cette musique était peuplée en tant que notre juste, là, inconnu. Mes amis se sont rapprochés de moi. Tous ont cherché à se nourrir de ces notes afin de m'entendre, de mieux essayer de comprendre ce qui était venu troubler ma vie. J'aurais tant aimé les contaminer. Mais quelle était au juste cette force qui se faisait entendre, et que me voulait-elle? Pour la première fois, je me suis senti avec son courant, en tout en étant encore dans la complicité avec l'air, le feu, l'eau, la terre. Allais-je avoir le courage d'aller jusqu'au bout, pour connaître son nom, l'identifier? Je ne savais rien encore. Je ne savais absolument rien de ce qui m'attendait. Oui, j'avais envie de créer librement, de choisir mes propres couleurs d'âme, de briller, de tomber peut-être, et pourquoi pas, de me tromper. Je voulais aimer autrement, je voulais absolument connaître. Dans un dialogue imaginaire, je m'entendais m'adresser à mes amis et à ma famille d'âme tout entière. Pouvez-vous me comprendre? Je suis fatigué d'accomplir toujours les mêmes gestes fixes sans jamais en changer, sans jamais entendre une autre musique que la nôtre. Être vivante avec tout ce que la vie nous offre. Ne sentez-vous pas une flamme en vous, une petite flamme différente qui veut apprendre? Telle est notre origine. Telle est l'origine de ce que nous disons être notre perfection. Son harmonie ne serait-elle pas une illusion pour nous anesthésier au cœur même de notre conscience d'être? Toi, Taliesin, toi, Gwenden, et toi aussi, Erdwin, n'êtes-vous pas curieux de savoir ce qui pourrait se passer si nous n'écoutions pas la mise en garde du Conseil? Les humains sont un règne frère d'une autre. Devons-nous les ignorer? Vous savez bien aussi que depuis le grand tumulte, la contrée de Teldrach ne nous permet plus de notre naissance, car le sol du monde de fer, de l'Irlande, est notre clan géographique, et nous sommes atteints par sa souffrance. Oui, sans l'admettre, nous souffrons à notre tour, car nous cessons de porter d'autres naissances, et de pouvoir œuvrer nombreux en service au grand lumineux. Nous oublions qu'ils ont voulu faire de nous des tisserands du monde, et ce que cela implique vraiment. Notre peuple est menacé par un tumulte, et pas celui dont vous pensez. Croyez-moi, nous n'y échapperons pas. Je ne vous dirai pas que les hommes sont parfaits là où ils sont liés à notre contrée. Nous n'avons qu'à entendre les gémissements et les vacarnes qui montrent de leurs appels. Ils sont désespérés. Que de sang, que de mort. Et pourtant, j'ignore pourquoi. J'entends que ces créatures ont foi en ce qu'ils nomment leur Dieu. Et je comprends que celles et ceux qui se relèvent de leurs épreuves le font par leur foi. Ils traversent des doutes, mais cette foi m'interpelle, me touche au plus profond de mon être. Je suis curieuse de la connaître. Pas vous?
Je t'ai déjà vu, Télicène. Approchez le Tsaz, toi aussi. Tu y entends les plaintes. Ne les nie pas. Ici, j'ai désormais l'impression d'être emprisonné et que mon âme étouffe. Oui, oui, elle rapétisse, parce qu'elle ne peut jamais expérimenter davantage ce que devine l'être maintenant, le plus grand que tout. Depuis la grande secousse, je sens que mes courants lumineux venir me visiter. Je n'ai pas voulu y croire, mais, pour comprendre du dedans, le sacré que les grands lumineux insufflent en nous, ne faut-il pas pouvoir les expérimenter? La différence? Je brûle de cet appel, et je marcherai jusqu'au bout pour le rencontrer. J'ai besoin de m'ouvrir, et je vous voudrais assoiffé comme moi. Je sais, le conseil n'approuvera pas, ma famille non plus, mais je ne suis plus dans la crainte. Gwenédis, ma douce, a alors murmuré d'Erduin, qui avait tout capté de mon monologue intérieur. Oui, j'ai foi dans le fait qu'une force parle par toi-même. Moi-même, je le sens parfois étranger, touché par ce qui semble être un appel. Devrais-je croire à Erdwin? Son ouverture était si soudaine. Il fallait que je m'isole un peu et que je rejoigne mes feuilles. Je me suis donc retiré, mais, hélas, je n'ai pas pu fermer mon regard, ni trouver le moindre repos. Il me fallait absorber l'essence de nos échanges. Oui, j'étais blessé d'avoir été ainsi agressé et trop de pensées se secouaient en moi. Je les avais convaincus, Erdwin. Était-il sincère? Je pénétrais mal son âme. Je ne savais plus. L'avancée de la saison me le dirait. Il fallait m'abandonner à la force qui me parlait. Mais une angoisse me reprenait au ventre. Témoin, je ne m'étais vanté en affirmant un instant de ne plus la craindre. Il suffisait sans doute d'un peu de patience. N'y tenant plus, j'ai décidé de me diriger discrètement vers le sas principal de notre contrée de Telendrach, le grand portail vers l'extérieur, dont je connaissais bien l'emplacement. Il fallait que j'expérimente et puis, simplement, que je vive les courants de la lumière qui m'ont immédiatement mené. C'était si simple, un trou d'intemporalité m'est aussitôt apparu. C'était la première fois que je m'autorisais à approcher de si près. Un grand vent y tourbillonnait, s'est soulevé des voluptes d'étoiles iridescentes, des crépitantes, et faisait monter des sons que je ne connaissais pas. Je n'ai pas entendu ni réfléchi davantage. J'ai senti une pulsion en moi. Je l'ai fait d'un pas, puis deux, pour passer le seuil, jusqu'à ce que je ne m'aperçoive de plus rien. Ni lumière vivante, ni mouvement, ni musique d'âme. C'était la suspension de tout, et enfin, une sorte de douce explosion. Tout s'est ouvert. Ce n'était pas plus difficile que cela. Je me suis retrouvé dans la pénombre d'une forêt de feuillus ou des conifères semblables aux nôtres, mais moins. Le mot ne me revenait pas. Les végétaux y sentaient bon. Pourtant, on aurait dit qu'ils ne dégageaient pas du tout leur parfum, que celui-ci était bridé. Tout était, me semble-t-il, en retenue, en demi-respiration, presque en asphyxie. J'aurais voulu y hasarder quelques pas. Il ne glissait pas ainsi que ceux qui étaient miens. Que ce dont nous, les elfes, avions l'habitude, la moindre des herbes, le plus petit caillou accroché à la plante de mes pieds. Sans le vouloir, je me suis mis à penser à mon corps, à mon apparence. Où était ma pleine lumière? En un instant, je me suis senti presque dépouillé d'elle. Alors, en une sorte de réflexe, ma peau s'est mise à sécréter un autre tissu que le sien, comme pour se protéger, comme par pudeur, un sentiment jusqu'alors inconnu de moi et de notre peuple. Ce tissu m'a enveloppé de la manière d'une robe, qu'il était semblable à ce que nous appelons un vaporeux, un voile de brume de couleur d'émeraude. Bien vite, j'ai trouvé une sorte de sentier sous les fondations. Des libellules, des papillons y virevoltaient. J'y ai même reconnu deux lapins et semblaient m'observer derrière les autres herbes, près d'une roche. C'était toute la première fois que je pouvais voir aussi clairement des insectes et des animaux. Dans mon monde, il n'était que lumière de passage, très présente et fugace. Nous pouvions capter que les reflets de leur âme, lorsque leur corps dormait et que leur conscience s'en échappait doucement.
J'ai mieux cherché les lapins du regard. Je me suis avancé vers eux. C'était si nouveau. Étais-je à ce point densifié, à ce point vivante sur la terre de l'extérieur, pour qu'ils ne deviennent réellement? Je n'ai pas eu le temps d'en douter longtemps. Un mouvement vif de leurs narines tendues dans ma direction, et ils me l'ont confirmé. Une chouette m'a fait sursauter en me fixant dans ses grands yeux jaunes, tandis que les papillons virevoltaient dans une ronde folle. Leur vivant, petit règne, frère, paraissait vouloir me témoigner son amour. Oui, il y avait une vraie vie ici aussi, pas seulement de la lourdeur et du sang comme nous le raconte le conseil. Un bref sentiment de bonheur mêlé à une goutte d'inquiétude et d'une infinie curiosité prise en place en moi. Ainsi j'avais vraiment osé à pousser la porte. Alors, il fallait que je me laisse aller un instant pour trouver un nid d'herbe tourbillonnant ou de lichen pour savourer et humer le mystère de l'autre côté de mon monde. Enfin, allongé sur un tapis de moussu, je me suis accommodé d'une respiration silence. L'âme heureuse d'avoir réussi un premier pas vers ma liberté. Tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être suivi, non pas par mes nouveaux amis animaux, mais par une présence qui m'épiait, d'arbre en arbre. Dame des hautbois, dame des hautbois. Cette voix, comme un murmure ou une hésitation, est venue me chercher en profondeur. Il y avait quelqu'un. Était-ce à moi que l'on s'adressait? Mon cœur s'est mis à battre autrement. J'étais fébrile. On m'avait vu, donc. Poussé par mon âme, je me suis redressé délicatement, comme un fantôme en ce monde, qui n'était pas le mien, et une petite voix s'est fait entendre en moi. Et maintenant? Comment vas-tu revenir dans ton monde, Gwendis? Pourras-tu repasser le sas? Pourras-tu repasser le sas? Sais-tu seulement où tu es? Cela a suffi à m'affoler, je me suis retrouvé à la vitesse de ma pensée. Le portail était toujours là, telle une lueur frissonnante, près d'une foule de feuillus. Sur le côté du chemin, toujours inquiète, je me suis projeté vers son seuil. Il semblait y avoir comme l'ombre d'un humain à proximité, et sa longue chevelure était rouge. C'était bien un homme. Sa voix parvenait jusqu'à moi. Je ne comprenais pas sa langue, mais je percevais télépathiquement le sens de ce qu'elle tentait de me transmettre. Elle continuait à crier « Dame des hautbois! Dame des hautbois! Ne me crains pas !» Sans trop savoir comment, mes pas ont franchi le sas en sens inverse, et je me suis retrouvé instantanément dans le décor que je connaissais. J'étais revenu chez moi parmi les feuillus. Essoufflée mais heureuse, je me sentais désormais différente. Alors, c'était tout. Dame des hautbois, avait dit la voix. Était-ce vraiment à moi que l'on s'était adressé? Sorte de vision holographique que les elfes sont aptes à fabriquer et qu'ils font circuler rapidement entre eux. Union juste, expression elfique pour traduire les rapprochements affectifs spontanés qui naissent au sein d'une âme groupe.